Êtes-vous de ces gens qui se rendent dans les lieux publics pour voir un match de hockey? Moi, ça m'impressionne et on aborde cette question aujourd'hui au Grand Journal. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce grand journal qui aborde toutes sortes de sujets de la semaine avec une belle conversation entre Sylvain et moi. Pierre Daunet qui est donc à ce rendez-vous hebdomadaire et en fait de plus en plus même rendez-vous quotidien grâce à Radio Éternité sur espacedaunet.ca. Mais d'abord, je rejoins Sylvain qui lui aussi observe la même affaire que moi. Il y a des rassemblements un peu partout au Québec pour voir le hockey en groupe. Moi, j'ai été habitué à regarder le hockey, surtout chez moi, avec des amis parfois, et je trouve ça très intéressant. Je ne suis pas allé voir sur un écran géant un match de hockey. Je ne suis pas allé dans un centre slush poppy ou à Québec, par exemple, ou au centre Vidéotron. Les amateurs se sont réunis. Je ne suis pas non plus du type de personne qui va aller devant le Centre Bell pour voir un match. Mais écoutez, il y a des rassemblements partout. Alors, j'accueille Sylvain pour aborder ces questions. Sylvain, d'abord, toi, t'es pas un grand amateur là, de hockey. Ça doit te surprendre ce qui se passe, l'engouement. J'ai déjà vu un engouement comme celui-là il y a plusieurs années, je dirais peut-être en 2010 ou autour de ces années-là. Mais non, c'est certain qu'il y a un engouement autour de ça, puis que les foules se rassemblent pour festoyer la victoire là, des Canadiens de Montréal. Je suis pas surpris parce qu'on a à cœur le sport, le hockey au Québec. Fait que quand je vois ça, puis que ça se fait évidemment dans le plus calme et le plus simple, quand il n'y a pas trop de carreaux, je trouve ça génial. Là où il y a du grabuge, c'est certain qu'il y en a quelques-uns qui peuvent profiter de la situation, comme dans tout rassemblement, pour provoquer certains carreaux. Ça, je trouve ça peut-être un peu moins invitant ou un peu moins agréable, mais sinon, de voir ces gens-là festoyer pour la même cause, en même temps, au même moment, je trouve ça beau. Moi, je n'avais jamais réalisé qu'il y avait autant de gens qui avaient le chandail rouge des Canadiens. Je savais que le chandail était porté par plusieurs personnes qui allaient au Centre Bell. Mais là, le Centre Bell, il est rempli vraiment, là, c'est mur à mur. C'est du rouge, rouge, rouge. Même des fois, dans des matchs disputés à l'extérieur, on pouvait voir des rassemblements de gens. À travers les amateurs, par exemple, des Sabres de Buffalo, on a pu voir à un moment donné des zones avec beaucoup de rouge. Alors, ça veut dire que le Canadien était là. Puis quand vous regardez les foules en public, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont ce chandail rouge du Canadien que j'aime bien. Ce sont des couleurs agréables. Il y a quand même 2 chandails, là, ici. On en voit beaucoup aussi des blancs, mais pas comme les rouges. Les rouges, il y a vraiment la couleur qui marque vraiment. Cette année, là, c'est spectaculaire. Moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est quand ça a commencé dans les églises. Les églises qui sont un petit peu moins fréquentées, disons, habituellement. Puis là, ils font ça le comble. Ils font ça le comble parce que sur l'écran géant, on présente le match de hockey. Je trouve ça superbe. J'ai même vu des gens près de certains lacs. Ils se sont fait un genre de petit... je sais pas, un genre de rassemblement avec des chaises extérieures. Puis il se trouve une façon de projeter l'image. Des fois, c'est strictement avec un linge blanc qui sert un peu là, d'écran. Et ils arrivent à projeter l'image qu'ils ont pris d'un téléphone, puis qui envoient ça vers... Moi, je trouve ça merveilleux de voir autant de gens qui célèbrent de façon positive. Puis moi, oui, il y a l'économie. On s'entend que beaucoup d'articles promotionnels sont vendus. Les restaurateurs font la passe, puis je suis content pour eux autres parce que l'économie n'a pas été facile. Mais il y a le moral des gens, Sylvain, qui est tout simplement incroyable. Moi, je constate que je croise plein de gens avec un sourire. Vous allez comprendre que quand je porte un chandail en plus du Canadien,
Là, ça part la conversation. Mais même si j'ai pas un chandail des Canadiens, je constate que partout, les gens ont un sujet. J'ai croisé, vous vous en souvenez, Sylvain, de la conversation qu'on a eue après un match canadien-sénateur. On avait fait un enregistrement avec Guy Leblanc. Oui. Lui, il n'en peut plus parce que c'est un fan fini des sénateurs. Mais vraiment, lui, c'est un fan très fini des sénateurs. Alors évidemment, quand après le but en surtemps des Canadiens qui a permis aux Canadiens de se rendre dans la 3e ronde, puis qu'il y a eu une manchette qui a dit tremblement de terre de 0,5 sur l'échelle de Richter à Montréal, près du Centre Bell. Guy était en furie. Il n'en peut plus d'entendre des gens dans les bulletins de nouvelles commenter sur le tricolore, commenter sur... Et là, c'est quand est arrivée l'histoire du tremblement de terre. Là, il me regardait et il dit « Regarde, Pierre, ça se peut pas, un tremblement de terre de 0,5. » Puis même si c'était vrai, là, 0,5, ça, je pense qu'on a ça régulièrement dans la journée, des tremblements de terre de cette nature-là. Entre 0 et 1 degré, moi, je pense qu'il y a à plusieurs occasions que ça arrive. Est-ce que parce que les gens ont crié en même temps, ça a fait l'effet tremblement de terre? Je me garde une petite gêne par rapport à celle-là. Mais c'est quand même des choses que toi, tu as observées, Sylvain. C'est une folie, une belle folie. Pour une fois, tu sais, qu'on fait un beau petit rassemblement, puis on a du fun ensemble. Ça doit, même pour quelqu'un qui n'est pas maniaque de hockey comme toi, ça doit marquer un peu même ton imaginaire. Ah oui, c'est certain. Puis je peux voir aussi un peu l'engouement autour de ça quand il y a eu les premiers téléviseurs et que la partie de hockey était télévisée. Souviens-toi, probablement tu as vécu ça, Pierre, ou tu en as entendu parler assurément. La personne qui avait le téléviseur, on se rassemblait tous chez lui pour le regarder. Et là, ça ressemble un peu à ça. Les gens, on se rassemble pour écouter la même chose, une partie de hockey. Ben moi, certainement que j'ai pas connu les débuts de la télévision à l'écran. Par contre, quand la couleur est arrivée, je me rappelle qu'on était parmi les premières familles qui avaient eu la chance d'avoir la télé couleur. Et puis, ça commençait d'ailleurs une émission couleur de Radio-Canada. Oui. Je me rappellerai tout le temps de cette phrase magique qui entrait, puis là, tu voyais le papillon qui rentrait là, en couleur, et c'était tellement beau. Et là, les gens se rassemblaient déjà à ce moment-là parce qu'on était privilégiés. Papa avait travaillé très fort, puis c'était pour lui important qu'on ait une télé couleur. Alors, on a été parmi les premiers. Alors, forcément, j'ai vécu ça, ces tout premiers rassemblements. Mais j'imagine qu'au tout début, quand la télé noir et blanc est arrivée, ça a dû être un choc quand les gens ont finalement vu. Parce qu'il faut se rappeler qu'au début, on ne nous montrait pas la première période. On rentrait vers la fin de la première période. Et la raison, c'est que les gens avaient peur, ceux qui étaient propriétaires de l'équipe, que les gens n'aillent plus au Forum de Montréal pour voir un match et restent à la maison. Donc, ils auraient perdu des revenus. Alors, ce qu'ils avaient décidé, il y avait une espèce de blackout. Tu pouvais pas voir le début de la partie. Puis là, quand ça entrait, tu étais vers la fin, il restait peut-être 3 à 5 minutes à la première période. Là, tu voyais le score. Montréal 2, Chicago 0. All right, ça allait bien notre affaire. Et là, on regardait le reste du match qui était joué devant nous. C'est des bons souvenirs quand on se rappelle de ça, parce que ça ramène les premières années de rassemblement public. Là, on est en train de revivre ça autrement. Là, c'est des grosses foules. Là. Ben, au-delà là, des Vidéotrons puis des slush popés, là, ça, je comprends que c'est des gros rassemblements. Mais il reste que quand t'es 5, 10, 15 voisins qui se mettent ensemble autour d'un feu puis qui regardent un match de hockey et que c'est beau à voir, cette camaraderie. En fait, ça me fait penser un peu à l'esprit d'entraide quand ça va mal. Quand il y a des inondations, tout le monde s'aide là, les uns les autres. Ça a l'air de ça présentement. On a l'air d'une gang de gens heureux. Mais l'humain aime ça se rassembler, aime ça se supporter, aime être avec ses semblables. L'humain aime pas être le seul à ne pas participer. Si tout le monde participe, l'humain veut participer aussi. Fait que je pense qu'on est
belles petites bébites qui aiment se rassembler pour vivre ce genre d'émotions-là ensemble. Puis d'ailleurs, vivre ces émotions-là ensemble, c'est bien plus agréable à plusieurs que tout seul ou à deux ou à trois. Plus t'es nombreux à vivre la même... Je dois admettre, Sylvain, que, évidemment, pendant la saison, il m'arrive souvent de partir à la fin de la première période, parce que, tu sais, je regarde le match, admettons, seul à la maison. Ouais. Qu'est-ce que Pierre fait? Surtout si le Canadien perd 2-0. Ouais. Bon, on verra le résultat demain, je m'en vais me coucher, tu sais. Style. Mais là, je suis plus capable, là. Puis mon problème, c'est quand la partie est finie, je suis pas plus capable d'aller me coucher. Et je me surprends à regarder l'après-match. Moi qui est un couche-tôt, je regarde l'après-match pour écouter les explications. On s'entend, quand le Canadien gagne. Quand le Canadien perd, là, Pierre, il regarde plus grand-chose, là. Là, il n'y a pas besoin de savoir l'analyse du pourquoi on a perdu. Je suis mauvais perdant. OK, on va dire ça comme ça. Je suis mauvais perdant. Mais en tout cas, là, j'ai bien vu que mon ami Guy Leblanc, lui, de son côté, commence à trouver pas mal longues les séries parce qu'il a subi l'élimination en 4 matchs. Ouais. Puis là, il subit à chaque fois les victoires du Canadien. Puis évidemment, il se fait tirer la pipe sur les médias sociaux, parce qu'il nous a pas mal ramassé pendant la saison. Alors, les gens lui retournent avec pas mal d'aplomb. Enfin, mais c'est quand même on se taquine là, à travers tout ça. Là. On s'en veut pas. Il a continué de me parler pareil. Fait que c'est bon signe. Puis l'année prochaine, je pense qu'on va en refaire davantage d'émissions comme celle-là. Hey, je voulais féliciter quelqu'un de la gang avec qui tu travailles. Élodie, explique-moi, c'est quoi le prix qu'elle a gagné cette semaine? Élodie, elle a ouvert une chaîne YouTube parce que sa passion à elle, c'est de faire du derby de démolition ou de filmer du derby de démolition. Alors, elle a ouvert une chaîne et plus tu as d'abonnés, à un moment donné, la chaîne de YouTube grandit et elle se spécialise uniquement dans le derby de démolition. Ces fameuses voitures là, qui se rentrent dedans en collision, puis c'est le dernier à la fin qui gagne, celui qui est encore en mouvement, puis que le véhicule roule encore. Elle a commencé comme ça il y a environ un peu moins de 10 ans, ou une dizaine d'années. Puis, au fil des années, il y a des vidéos qui se sont ramassées avec plusieurs millions de vues. Puis là, on parle pas de juste 2-3 millions, on parle de 20 millions là, et plus, là. Quelques vidéos qui sont devenues virales comme celui-là. Entre autres, les derbies d'autobus. C'est des autobus scolaires, Pierre, qui font du derby de démolition. Et il y a un pays où un peu plus de gens se rassemblent pour regarder ce genre de trucs-là qui ont permis à certaines vidéos de devenir plus virales, puis avec plus de vues dans ces vidéos-là. Et plus les gens veulent voir, ils s'abonnent alors à la chaîne. Et plus tu as d'abonnés, plus tu as d'audience, plus tu fais des vidéos, plus tu as de vues. C'est une roue qui tourne. Et YouTube remet des prix En fait, c'est des prix entre autres, si tu as 100 000 abonnés, tu reçois un prix YouTube. C'est ce qu'elle a reçu. Son premier 100 000 abonnés lui a permis d'avoir le cadre avec la distinction et la mention. Bravo, tu as atteint 100 000 abonnés. Et c'est ce qu'elle a eu dans les derniers jours. Elle a eu son 100e abonné, puis elle a reçu son cadre de YouTube, incluant la mention bravo. Vous avez. C'est comme un prix. Il y a plusieurs prix, je pense, sur YouTube. Il y a 3 sélections. Là. Il y a celui avec les 100 000 abonnés. Il y en a avec le million, je crois. Puis 10 millions d'abonnés. Là, tu reçois des prix comme celui-là. Élodie Saint-Jean, à la chute, elle a reçu sa première distinction de YouTube. Ben, bravo. Et une question qui me vient en tête, est-ce que c'est payant? Si tu as 100 000 abonnés, est-ce que ça te rapporte des sous, ça? Dans son cas, elle, on lui a posé la question souvent. Je pense que ça marche vraiment par tranche de vues en même temps. Donc, la première vidéo, je pense qu'elle a été virale. Ça lui a permis d'obtenir quelques milliers de dollars, qui lui a permis de s'acheter un ordinateur, puis de continuer à faire cette passion-là. Oui, ça peut l'être. Est-ce que ça l'est tout le temps? Pas nécessairement, mais oui, ça peut être payant là, si tu as du contenu régulier, puis tu as du contenu qui devient viral assez régulièrement. Ben, je suis content d'avoir cette contribution de ta part pour m'expliquer ça, parce que c'est quelque chose, que je connaissais pas, premièrement. Deuxièmement, je veux aussi avoir
ta vision et ta compréhension, nous expliquer, enfin, pour nous aider à comprendre l'histoire du SPVG, qui s'est retrouvé avec un logo qui était, si j'ai bien compris, copié d'une banque de données. Comment ça marche, premièrement, des banques d'images? OK, comme entre autres dans ce contexte-là, ou dans le mien, quand j'utilise certains graphiques ou certaines, on appelle ça en anglais, c'est beaucoup un jargon anglais, là, des templates, là, des modèles déjà conçus que tu peux modifier. Il existe déjà des éléments graphiques. Exemple, là, en ce moment, nous, si on voulait faire un habillage vidéo et que je n'ai aucune inspiration pour le monter de A à Z, il existe des modèles qui me permettent soit de m'inspirer ou de prendre parce que ça suscite un certain abonnement mensuel. Alors là, j'utilise, mettons, celui-là, il m'intéresse. Je prends ce visuel-là et je peux le modifier à l'intérieur, soit changer la calligraphie pour qu'elle soit adaptée à mon image, changer les couleurs, changer le logo, mettre le mien à cet endroit-là. Alors, probablement, ce que la police a fait à ce temps-là, moi, je pense pas que c'est des policiers, évidemment, qui font ça. C'est des gens, probablement, à l'interne de la ville ou des gens qui ont accès à ces banques de données-là, à ces banques d'images qui sont là, qui sont libres de droit en passant. La police aurait pu dire, on garde ce logo-là, puis on vit avec, parce que le logo auquel qu'ils ont adhéré, c'est des logos qui sont mis à la disposition des gens. Ça pourrait devenir, par exemple, notre prochain logo, Pierre, puis on dit que c'est celui-là qu'on utilise pour les prochaines années. Là où c'est moins un peu moral dans cette histoire-là, c'est que on serait pas les seuls à avoir le même logo. On serait peut-être plusieurs dans le monde à utiliser ce branding-là ou ces éléments graphiques-là qui nous permettraient de continuer. Dans le cas de la police, évidemment, on veut avoir une image distinctive, on veut que ça soit solide, on veut que ça soit sérieux. Si on utilise ce logo-là, si la police utilisait ce logo-là, ça permettrait à monsieur, madame, tout le monde d'avoir un logo qui ressemble à celui du SPVG de façon spontanée. Alors, c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir une image de marque qui appartient à... Tout le monde veut avoir une image de marque qui appartient au SPVG. Pas au SPVG, mais chacun veut avoir sa marque distinctive. T'sais, on veut pas ressembler à d'autres. C'est pas le but, surtout pas pour une police comme celle de la ville de Gatineau. Fait que c'est ça qui est arrivé, probablement. Ils ont modifié un template qu'ils trouvaient super joli. Probablement que le même template, puis qu'ils n'avaient pas utilisé le genre de petit aigle là, ou doré là, qui aurait pu... il aurait pu changer juste cet élément-là, puis ça aurait été parfait. Alors que là, il y a plusieurs gens, plusieurs compagnies ou plusieurs personnes qui l'utilisent déjà, ce petit aigle-là, parce qu'il est à la disposition, il est public. Ils auraient dû faire leur propre petit logo qui aurait pu intégrer à cet endroit-là, puis ça aurait été parfait. Alors voilà. C'est un peu. Merci de l'explication, parce que à première vue, moi, je pensais qu'il avait fait de quoi d'illégal. Non, je pensais que tu n'avais pas le droit, mais là, j'apprends que c'est libre de droit. Donc, ultimement, c'est de savoir, est-ce que tu vas être tout seul avec cette image-là? Ouais. C'est ça. Moi, je pourrais le prendre, tu pourrais le prendre, puis on pourrait avoir des compagnies différentes, mais ayant avec ce petit logo-là à l'intérieur, là, mais on veut être distinctif. La police, c'est un environnement sérieux. Fait que, est-ce que la personne qui a fait ça est à blâmer? Probablement pas. Probablement qu'on lui a dit, gars, t'as ces outils-là, dispose-toi-en, puis fais-le. Probablement qu'il n'y avait pas de restriction au début à faire à monter le branding ou le visuel. Moi, que je trouvais très beau aussi en passant, mais évidemment, il y a certains éléments graphiques qui peuvent être connexes avec d'autres compagnies, puis on ne veut pas nécessairement être associé ou avoir la même image visuelle, parce que c'est très important, l'image visuelle. C'est surtout pour la police, il faut que ça soit le plus sérieux possible, parce que la police, c'est le domaine le plus sérieux en ce moment. T'sais. Mais ce qui me rassure dans ce que tu viens de dire, c'est que je découvre qu'il n'y a pas quelque chose d'illégal qui a été fait. Non. Ça, là-dessus, je trouvais ça important parce que il y va de l'image d'un corps policier. Alors, tu ne veux pas associer un corps policier à quelque chose qui aurait été illégal. Alors, on voit bien par ton explication
que ça ne l'est pas. En tout cas, la mairesse, elle était pas impressionnée. Elle a dit, je veux savoir comment on en est arrivé là et comment on peut éviter ce genre de choses. Parce que le service des communications avait déjà été blâmé il y a à peu près 18 ou 24 mois passés pour une autre histoire d'image, un lancement qui a mal passé. Alors évidemment, le service des communications est attaqué, ça touche directement la mairesse, car ultimement, c'est elle qui est au top de l'échelle. Hein? C'est elle qui dit « Oh, qu'est-ce que vous avez fait, là, vous autres? Ouais. » Alors, elle veut des explications. Comme aussi, elle a été obligée de poser des questions sur la question des permis de piscine. Ah, ben oui. C'est assez gênant ce qu'on a appris avec la coop de l'information. Un excellent reportage de Mathieu Bélanger, d'ailleurs, là-dessus, où est-ce qu'il découvre que des gens pourraient ne pas utiliser leur piscine cet été parce que ces personnes n'ont pas obtenu le permis pour installer la piscine. Parce que vous pouvez acheter, vous allez peu importe où acheter une piscine, ça c'est bien, mais c'est à faire installer parce que certains règlements, il y a certaines choses que vous devez tenir compte en termes de sécurité. On prend pas de chance. Ça, je pense que c'est tout à fait normal. Mais là, c'est rendu que c'est de nombreuses semaines d'attente. Alors, la mairesse s'en est aussi impliquée cette semaine. Et là, elle a dit, je vais régler ça vite. Mais ça a fait sortir toutes sortes d'autres causes vers la fin de la semaine. Qu'est-ce qu'on a entendu parler? Ben, c'est un propriétaire d'un restaurant qui s'installe aux promenades, puis ça fait 6 mois qu'il est en attente de son permis pour être en affaires. Et ça retarde. Alors, lui, il paye du loyer, puis il peut pas être en affaires parce qu'il n'a pas eu le permis. Et puis, la restauration, là, c'est tellement difficile. Puis, si on veut que nos commerçants persistent puis qu'ils continuent à nous offrir des bons services, il faut quand même les aider. Là, tu sais, un restaurant, 6 mois. Exactement. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir du gros travail à faire. Là, j'ai vu que dans ces services-là, il y a beaucoup de personnes impliquées. Là. Je pensais, moi, que c'était juste quelques employés. Un gars... c'est au-delà d'une centaine de personnes. Comment? Je savais pas, moi. Combien moi, je pensais qu'à la ville, il y avait 2-3 personnes au permis, tu sais. Ouais. Moi, je connais pas ça, là. Je travaille pas en politique municipale, puis je suis pas promoteur. Enfin, je sais dessus, moi, comment ça marche, tu sais. Ouais. Pour moi, un permis, présente à la caisse, tu sais, puis le gars, il regarde, est-ce que tu respectes les règlements? Comme à Lévis, d'ailleurs, en passant à la ville de Lévis. Oui. Tu te présentes avec tes affaires, tu montes ça, es-tu correct? T'es correct. 30 minutes après, tu repars, t'as ton permis. Oh, ici, à la Chute aussi, c'est pas aussi compliqué que ça, obtenir un permis pour ce genre de situation-là. Il y a l'urbaniste qui va s'en mêler un peu si c'est délicat, mais habituellement, tu as ce permis-là assez rapidement, là. L'autre sujet qui m'a frappé cette semaine, c'est le Tudalier. Et quand je t'ai parlé de ça au tout début, tu étais un peu surpris que je te parle d'une machine qui s'en va sous le sol, puis qui avance, puis qui crée, en fond, le passage pour la création du fameux tunnel dans lequel le métro va passer. Puis moi, j'étais impressionné par voir les quelques images. Toi, qu'est-ce qui te frappe aux yeux de cette machine-là qui se promène de pays en pays, là? Ben, faudrait expliquer ce que cette machine-là fait exactement. Elle est en train de construire de poursuivre la ligne bleue du métro de Montréal, c'est bien ça? C'est ça. Et quand elle avance, c'est qu'elle gruge évidemment dans le roc. Ouais. Il y a un système de courroies qui fait que le matériel qui est brisé devant soi est acheminé vers l'arrière. C'est monté ça en haut parce qu'ils ont une façon de sortir ça du sol. Et puis, la machine, elle avance constamment. Et ils mettent là-dessus plusieurs employés. En fait, la machine est opérationnelle, d'après ce que j'ai compris, quasiment 24 heures sur 24. De sorte que c'est à peu près 3 quarts de travail qui sont là pour 8 heures. Puis eux autres, ils avancent à tant de centimètres à l'heure. C'est 1, 2 ou 3 centimètres, je pense qu'ils avancent à l'heure. Puis au bout d'un certain temps, ben là, tu as 1 mètre de fait, tu as 2 mètres de fait. Mais c'est parce qu'on s'entend que c'est long, là. Ouais. Puis on a des échéanciers à respecter. Mais c'est de voir que cette machine-là est extrêmement puissante. Moi, ça m'impressionne. Quand j'ai vu les premières images apparaître dans les médias, je me suis dit, c'est comme ça que ça se construit.
Parce que je me suis aussi déjà posé comme question, quand on passait en dessous d'un fleuve, comment on s'y prenait? Ben là, ils ont des façons, justement, de creuser pour être dans des zones où ils peuvent être protégés et puis d'avancer dans leurs travaux. Mais c'est impressionnant quand on voit le nombre d'employés affectés à ça. Je pense que c'est quelque chose comme tout près de 1000 personnes. Ben, c'est pas la gang des permis, là. Ils sont pognés en haut à faire le permis. Mais l'autre, il est en dessous, là. Ben, hey, c'est vraiment comme un village en entier là, qui travaille sur de quoi. Mais c'est de voir que c'est opérationnel non-stop. Puis ça continue, puis ça avance. Je trouve ça merveilleux. Ouais. Moi, j'aurais peur. Moi, j'aurais peur d'un effondrement. Tu sais, je suis pas le genre de gars qui saurait travailler d'une mine avec sécurité dans ma tête. Ouais. Moi, d'entrer et de descendre tu sais, les ascenseurs qui descendent dans les mines, là. Oh, que je me serais pas senti très gros, moi. Il y a du respect, hein, pour ceux qui sont allés travailler là-dedans. Puis que, ben, ils ont mis des fois leur santé en danger. Oui, là. ouais, On s'entend que La quand poussière, tu es. Ben, écoute, il y a la poussière, les matériaux. Puis il y a aussi, moi, je sais pas, je me sentirais pas à l'aise là-dedans, dans ces corridors. C'est beau à voir, là. Bravo, les gars, de faire ce job-là. Il y a un paquet de jobs comme ça que moi, je vois que je dis, non, ce n'est pas pour moi. Comme j'ai beaucoup de respect pour les policiers, mais je ne serai pas policier. Ouais. Il y a des métiers, là, que j'écarte dans ma liste d'affaires. Il y a des affaires que j'aurais aimé ça, par exemple, faire une série, puis d'essayer toutes sortes de métiers. Vous savez, une journée, j'aurais été plombier. Oh, le pauvre client, lui, il aurait eu des problèmes après mon passage. Ou de l'électricité, tu sais. Le client aurait eu tout un choc après mon départ. Mais il aurait été au courant. Cela dit, non, mais il y a des métiers que ça aurait été le fun. Imagine-toi que j'aurais été coiffeur et que j'en aurais gaspillé, moi, des têtes. Mais ça te prête le fun. Tu sais, tu fais une série là, de télé, Sylvain, où tu n'as jamais fait ce métier-là. Puis là, tu t'improvises là-dedans. Un petit clin d'œil à mon épouse qui, au moment de cet enregistrement, est appelée à célébrer son départ de la fonction publique. Alors, évidemment, ça faisait partie de mon commentaire à Radio Éternité à cette occasion où j'ai mis en valeur l'importance du travail d'équipe parce que elle, c'est la personne qui se donne pour les autres. Un peu une espèce de Sylvain. Moi, je trouve des fois, Sylvain, que tu penses pas à toi, tu penses aux autres. Ah, je pense en Tu sais, beau chic. je te regarde aller. Faut penser à soi, parce que sinon, si on pense toujours aux autres puis on pense pas à soi, qui va penser à soi? À moi, mettons? Là, dans le... faut prendre le temps. C'est sûr, mais tu sais, je te regarde aller dans notre projet, puis tu te donnes beaucoup. Ah oui. Et je regarde d'ailleurs Jennifer, puis c'est ça. C'est de voir qu'elle est là pour les autres et qu'elle rend les autres meilleurs. Parce que ceux et celles qui ont suivi ma carrière, autant à CEPAC qu'avec TVA, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué le beau look distingué que je n'ai plus. Avec un chandail de hockey maintenant. Non, mais là, les circonstances le demandent. Mais qu'est-ce que les gens me disent dans la rue? On s'ennuie de vos cravates. Tu sais, mes complets, le choix des complets, la couleur des cravates, des chemises. Dieu merci qu'elle était là, parce que moi, ça aurait fait dur par bout. Mais non, elle était là pour voir à ce que ça sorte bien à l'écran. Mais elle est comme ça, vraiment de façon spectaculaire, puis elle rend donc, c'est ça, les autres meilleurs. Puis ça a été ça, moi, le message que je suis appelé à livrer. D'ailleurs, je m'en vais dans une de ces réunions là, avec ses collègues et avec ses patrons. Puis je veux mettre ça en évidence, que si les autres ont bien réussi, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui les envoyait dans la bonne direction, puis elle s'assurait que les autres soient à la hauteur, puis ils ont été même non seulement à la hauteur, ils ont souvent dépassé leurs propres attentes, parce qu'à vouloir être bon, des fois, c'est ça qui t'arrive. Tu sais, je pense que c'est un peu ça qu'on vit. On est parti, nous, d'un projet tout simple, de partir un peu notre chaîne télé, avec espacedonnet.ca, Radio Éternité, Le Grand Journal. Mais je pense qu'on se dépasse de semaine en semaine, puis on apporte quelque chose de différent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts télé comme celui qu'on fait, avec le visuel que toi, tu insères à travers nos interventions. C'est un travail extraordinaire. Là, je veux aussi qu'on parle, en tout cas, bravo à Jennifer, qui s'en vient d'ailleurs travailler avec nous en passant, Oui. à Radio Éternité, parce qu'elle ne sera pas à la retraite.
Moi, je crois pas à ça, la retraite. Puis si moi, je n'y crois pas, personne n'a le droit d'y croire autour de moi. Fait que t'as compris, Sylvain? Arrive-moi pas avec le mot « je prends ma retraite, Pierre, je vais te le défendre ». Prochain sujet, c'est Offenbach. Oui. On pourrait penser que ça fait longtemps qu'ils sont à la retraite. Ben là, la chanson, elle a quoi, 46 ans, la chanson qui est ressortie cette semaine? 46 ans, oui, effectivement. T'en penses quoi? Ben écoute, moi, je suis jamais au bout de mes surprises avec l'univers de Offenbach. Hein. Il y a quelques années de ça, ils ont restauré un spectacle live qui avait jamais été sorti nulle part. En fait, c'est Jerry ou John Mayall là, qui enregistrait des prestations live pendant des spectacles sur des simples bobines de cassettes audio 4 tracks comme tout le monde connaît, que tout le monde achetait dans des magasins. Ils s'achetaient des cassettes vierges, ils pluguaient la machine, puis ils s'enregistraient pour se réécouter, pour se repeaufiner le spectacle. Et il y a plusieurs de ces cassettes-là qui existaient, puis ils en ont restauré quelques-unes qui a donné l'album Bacon. C'est live un peu partout, dans différentes salles au Québec. Et ils ont restauré des pièces musicales comme celle-là, avec les années. Et là, au décès de John Mayall, John avait quelques entrepôts avec plein d'archives, plein de chandails, plein de passes de spectacles, plein de posters, plein de trucs à l'effigie d'Offenbach. Et il y avait une bibliothèque avec, excuse-moi, avec plein de masters audio, des bandes maîtresses, c'est-à-dire des multipistes, avec 15, 16, 17 pistes sur la même bobine. Et ils étaient tous entreposés dans des boîtes, là, c'est-à-dire il y a plusieurs, il y en a au-dessus d'une cinquantaine, je pense, ou une trentaine de boîtes comme celle-là avec plein de trucs. Et il y avait, à l'époque, ils faisaient un album en anglais. C'était assez risqué de faire un album en anglais pour eux autres parce qu'ils ont essayé de faire, ils ont essayé de percer en musique en anglais et ça n'avait pas fonctionné, puis ça a toujours découragé Jerry. Et au moment d'enregistrer l'album en anglais, sur des vinyles, il y avait un certain espace que tu ne pouvais pas dépasser. Un côté, chaque côté, ça donnait, je pense, une trentaine, quarantaine de minutes. Puis il fallait qu'il soit sélectif dans certaines pièces. Alors, ils ont enregistré cette chanson-là, qui est revenue aujourd'hui, que Louis Bonneville a retrouvé et restauré. Et ils ont remasterisé cette pièce-là. Louis Bonneville a remasterisé la pièce qu'ils ont trouvée parce qu'à cette époque-là, la pièce de musique dont on entend, je me souviens plus du nom exact. Pierre, est-ce que tu l'as avec toi? Je l'ai. Out of the Rain. Oui, qui est interprété par Breen Leboeuf. D'ailleurs, ils auraient écarté cette chanson-là pour laisser place aux autres pièces musicales. Alors, la pièce existait, mais elle n'a pas été mixée. Elle a été enregistrée. On sait qu'elle existe parce qu'il y a certains enregistrements en live que la pièce existait, mais on pensait qu'elle n'avait jamais été enregistrée. Même Breen pensait que cette pièce-là avait été détruite puis que le master n'existait plus, alors qu'elle dormait pendant plus de 45 ans dans l'entrepôt ou dans des boîtes appartenant au guitariste John Mayall. Et c'est ça. Alors, moi, je remercie toujours Louis Bonneville à chaque fois qu'il fait un coup d'éclat comme celui-là, parce que moi-même, je pense jamais revivre cette émotion-là, parce que le groupe s'est dissous en 1985. Après la mort de Jerry, le groupe a cessé d'exister pendant plusieurs années. Il a rené de ses cendres dans les années 2000 avec Martin Deschamps. Ils ont fait des albums avec Martin Deschamps, mais l'esprit de Jerry Boulet, l'esprit autour du groupe tel qu'on l'a connu dans les années 70-80, s'est dissous avec le temps puis les années. Alors que je ne pensais jamais revivre ça, une découverte comme celle-là. C'est comme redécouvrir la fameuse chanson des Beatles qui n'avait jamais nécessairement été sortie ou jamais mis à la disposition du public. Fait que c'est toujours le fun de découvrir une pièce comme celle-là, qui est très bonne d'ailleurs. Puis Pierre, ce qui est le fun, c'est que Louis Bonneville, j'ai une bonne connexion avec ce gars-là. On va vous en faire écouter un bout. Et ça va être un bout qui est différent des autres, ce que les autres médias ont présenté, parce que j'ai la chanson ici avec moi
pour vous présenter. Je peux pas la faire jouer en intégralité parce qu'ils vont sortir, il va y avoir une promotion pour pouvoir l'acheter, la chanson, puis pouvoir... alors, je vais laisser l'exclusivité à Offenbach Incorporé de s'approprier ce moment-là, mais on a la chance et le droit, nous, d'en écouter un extrait. Puis si t'es prête, Pierre, on va l'écouter à l'instant. I come to my senses, feel happy again. When I finally know to come in out of the rain. When I finally know to come in out of the rain. Alors, tu sais, on peut comprendre un peu l'époque. C'est dans les années fin 70, début 80, qui devait se trouver sur l'album Rock Bottom, le fameux premier album de Jerry et Offenbach ensemble, qui a pas été à la hauteur des ventes que Jerry aurait espéré. T'as entendu un petit bout, toi, Pierre? Ça sonne années 70-80. Comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai tout de suite acheté. Il y a des chansons que tu écoutes la première fois, tu as des doutes, tu as besoin de la réécouter plusieurs fois. Ça, dès la première écoute, pour moi, c'était fait. C'était « Oh, wow! J'aime ça! » Et en musique, c'est pour ça que je suis un peu étonné que ça n'a pas franchi la rampe d'un album à ce moment-là, mais on connaît pas les raisons pour lesquelles, en termes des fois de nombre de secondes ou de minutes que tu as à jouer avec pour décider qu'est-ce que tu gardes du matériel et qu'est-ce que tu penses aussi qui va fonctionner. Ouais. Parce que c'est arrivé, vous savez, des fois que il y a des chansons qui, surtout dans le temps des 45 tours. Ouais. Les gens pensaient que c'était la version A qui allait marcher, puis c'était la version B, l'autre côté qui était Les libre. blues passent plus dans la porte, c'est la version B du fameux disque. Et Jerry l'a mis en version B justement pour que lui, Jerry, aille sur la version A, puis les blues passent plus n'importe, joue à la radio. Alors que ça a été le contraire. Il y a quelqu'un qui s'est trompé de face. Ils ont mis la face B, puis c'est celle-là qui a roulé, qui roule encore aujourd'hui. Hein. Alors, au moment où on se parle, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une journée que j'entends pas Offenbach, mes blues passent plus dans la porte, dans aucune de ces stations musicales qui existent encore au Québec. En tout cas, je suis bien content qu'on ait pu entendre ça. Puis on va en parler aussi avec Brine Leboeuf cet été, là, parce qu'il va être de passage dans le coin. Oui, on va s'essayer certainement d'y anglisser un mot. Lui aussi, il trouve ça phénoménal de voir tout ce qui existe encore. Et là, je vais y aller en statistique, Pierre. Il y a plus de 35 bandes multipistes, 24 pistes et plus, qui existent, dont 75 bandes maîtresses. Des finales sur des rubans un quart de pouce, là, qu'on appelle, là, sans compter les bandes vidéo qui existent parmi tout ça. Ce qui veut dire, Pierre, c'est qu'on pourrait renaître les albums originaux d'Offenbach qu'on a connus à l'époque, avec une remasterisation complète, haute définition, telle qu'on la connaît aujourd'hui en 2026. Il n'est pas impossible, connaissant Louis Bonneville, qu'il y ait des repressages d'albums ou qu'il y ait des ressorties de remasterisation de ces albums-là qui vont sortir probablement avec la fine pointe de technologie qu'on connaît aujourd'hui en 2026 et tous les intelligences artificielles qui permettent de rehausser certains standards au niveau de la musique. Je serais pas surpris, Pierre, que dans quelques années, d'ici 5-10 ans, peut-être même un peu moins que ça, qu'on revoit renaître ces albums-là mythiques qu'on a connus dans l'ère d'Offenbach. Là. Et si c'est vrai pour Offenbach, ce que tu viens de dire là, ça doit être vrai pour d'autres groupes, qu'on va peut-être redécouvrir plein de choses. Ben, à condition d'avoir les bandes maîtresses. Dans le cas d'Offenbach, les bandes maîtresses multipistes, ils sont intacts. C'est comme chaque piste est isolée. Il pourrait enlever juste toutes les pistes, puis on pourrait juste entendre la guitare. On pourrait enlever les voix. On pourrait refaire des voix, on pourrait remixer. Là, à ce moment-là, c'est infini parce que chaque instrument, chaque microphone est séparé sur une piste séparée. Donc, ce qui nous amène quand on fait un mix final, c'est qu'on mixe toutes ces pistes-là ensemble, puis qui donne le produit final. Mais on pourrait assister à ça dans les prochaines années, là, assurément. Connaissant Louis Bonneville, je suis persuadé que c'est ça qui va arriver. En tout cas, j'ai bien hâte d'être à Saint-André-Avelin pour le festival qui s'en vient, auquel on sera, toi et moi. Ouais.
Toi plus que moi, probablement, parce que toi, tu vas être là intraveineuse du début à la fin. Oui. Mais je vais aller faire mon tour parce que il y a une programmation aussi. Ah, c'est quoi les dates déjà? C'est en juillet? C'est en juillet, Pierre. J'ai le pamphlet justement ici. Du 16 au 26 juillet, tu vois, je suis préparé. D'accord. On s'en était pas parlé, mais j'ai toujours ce genre d'éléments-là à ma portée de main parce que on me pose souvent la question. Ben, c'est du 16 au 26 juillet, puis principalement, le spectacle où Breen Leboeuf va faire exclusivement des chansons de Offenbach. On peut pas dire que Offenbach va être là parce que c'est pas Offenbach, c'est Breen Leboeuf qui va chanter du Offenbach. Ça se passe, si je ne me trompe pas, autour du 25. Ça se peut-tu? Non, impossible. Bon, on va vous dire, là, on va vous tenir au courant. C'est plus tôt que ça, il me semble. C'est le 22 juillet, hein, à 19h. 22, hein? Ouais. C'est à mon agenda, hein, j'ai déjà marqué. Et là, il y a des cours de danse qui se fait dans l'après-midi aussi, Pierre, le 22. Si jamais ça t'intéresse, la danse en ligne, je t'ai vu récemment avec un chapeau de cow-boy. Une fois n'est pas coutume, mon cher Sylvain. Une fois n'est pas coutume. D'ailleurs, c'est un exploit olympique de m'avoir vu avec un chapeau. Mais il était moins pire, celui-là, que le premier que j'avais eu dans ma carrière. Puis j'étais resté traumatisé quand je m'étais vu à l'écran dans une émission de sport où j'animais un rodéo. Justement, un chapeau. Tu m'as vu, hein? Tout de suite, je me suis empressé de prendre des photos puis de te filmer parce que je ne reverrai pas ça de mon vivant, là. Probablement que non. Mais avec moi, on ne sait jamais. Ah, mais c'est ce que je me suis dit. La dernière affaire, avant qu'on se quitte, il y a un tableau que je t'ai envoyé oui. Pour des investisseurs, parce qu'il y a des gens qui investissent des fois avec des actions là, à la bourse. Et puis, ils paniquent, évidemment, quand ça dégringole, quand M. Trump fait des flagos, appelons les choses par leur nom. Quand des fois, il vote certaines déclarations, ça dégringole dans les placements, la valeur des placements, c'est-à-dire. Puis tout à coup, tout se replace, puis effectivement, tu reviens à la case départ où tu étais. Et ce tableau qui nous a été préparé par... On voit ça souvent, d'ailleurs, ce genre de tableau chez les planificateurs financiers, pour essayer de dire aux gens, ben il y a une courbe, hein. Quand ça monte, là, tu es de plus en plus euphorique, hein, puis là, tu es satisfait, et là, tu as confiance. Hey, ça s'en va dans la bonne direction. Ouais. Puis là, tu commences à t'imaginer que ça va être toujours comme ça. Là, à un moment donné, tu frappes un sommet, ça dure pendant un petit bout de temps, et à un moment donné, ça descend. Et là, la panique s'installe. C'est plus de l'euphorie, là. Là, c'est de la panique. C'est de grandes perturbations. Ça peut aller avec de l'anxiété. Ça peut aller jusqu'à la dépression. L'important, c'est de ne pas bouger. Ce que dit, dans le fond, la plupart des planificateurs financiers, quand il y a une période trouble, là, ouvrez pas vos enveloppes de rendement à la fin du 3 mois. Laissez passer. Puis effectivement, 3 mois plus tard, vous allez ouvrir votre enveloppe. Ça va s'être replacé. Puis vous n'aurez pas vécu la période où vous êtes démoralisé. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer cette espèce de tableau. Je ne sais pas si les gens vont pouvoir voir à l'écran, Sylvain, de façon très précise, là, les mots que j'ai choisis pour décrire quand ça monte. On est dans l'euphorie. Quand ça descend, c'est moins jojo. Puis je vais vous le dire, Pierre, il n'est pas heureux quand ça descend. C'est pas vrai que ça ne me dérange pas. Mais j'essaie de garder le cap sur le long terme, parce que quand on regarde ça sur une longue période, tu finis toujours par rattraper les chutes. Les chutes, ça fait mal, mais à un moment donné, ça se replace. Bon, ben écoute, on a touché, je ne sais pas pendant combien de temps qu'on a été ensemble jusqu'ici. On est là depuis 45 minutes environ, Pierre. Arrête ça, je pensais que je t'ai rendu à 30-35. Ça va vite, là, quand on parle de bons sujets comme ceux-là. Là. Aïe, aïe. Ben d'autres belles semaines qui se complètent avec cet entretien. Donc, salutations à nouveau à Gatineau.tv, avec qui j'ai eu l'occasion de faire quelques affaires d'ailleurs à l'écran, parce qu'il y a des tournois de golf qui s'en viennent dans la région. Alors, j'ai été appelé à faire quelques promotions avec Pierre de Gatineau.tv, qu'on salue avec aussi ses succès de nombre de téléspectateurs. Alors, merci de nous regarder justement à l'écran de Gatineau.tv ou de TV Rogers, sans oublier TVC Basse-Lièvre, TVC d'Argenteuil. Puis je pense qu'à l'automne, il va falloir que j'arrête de les nommer parce que on va en avoir tellement.
J'espère d'ailleurs qu'on va en avoir d'autres qui vont se Je greffer. travaille fort là-dessus, Voilà. Pierre, pour qu'on ait une belle rentrée automnale avec plusieurs stations qui vont nous diffuser. Ben, c'est ce qu'on se souhaite tout le monde, mais déjà, de vous savoir là, mesdames, messieurs, et des commentaires que vous nous transmettez, ça, je trouve ça très intéressant. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs aussi à tous les jours à Radio Éternité, que vous allez chercher sur espacedonnet.ca. Et à cet endroit, ben, vous allez d'une part retrouver les commentaires, parce qu'il y a aussi le Spotify pour retracer tout ça, Sylvain. Oui, on est diffusé en simultané sur la Radio Éternité est diffusée en simultané sur TuneIn et sur MyTuner Radio. Et Oui. on peut syntoniser ça sur espacedonnet.ca également. Mais sur Spotify, si vous voulez vous abonner, on diffuse le commentaire de Pierre Donnet qui est là le matin, incluant l'émission du matin, en excluant les chansons, bien évidemment. Fait que c'est un petit bloc de 15 minutes, 15-20 minutes qu'on peut avoir sur espacedonnet.ca. Et aussi, vous pouvez avoir la chance de suivre tout ça sur Spotify en vous abonnant, bien évidemment, au compte de Spotify. Là, on a perdu Pierre. Je ne sais pas s'il va être de retour dans quelques instants. Sinon, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine sur nos ondes et on vous souhaite de passer un beau week-end au moment où vous nous écoutez, peu importe le temps. Au revoir et à très bientôt.